nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. BCDC, bâtisseur d'avenir. Héritage Télévision et bienvenue dans cette grande édition du journal Les Temps du Monde. Nous ouvrons cette édition tout d'abord par cette information. L'Assemblée nationale a clôturé ce mardi 15 décembre la session ordinaire de septembre de façon particulière. Il n'y a pas eu les discours traditionnels du président de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, qui présidait l'Assemblée nationale, a été destitué la semaine dernière avec 4 autres membres du bureau. La clôture a été présidée par les doyens d'âge Christophe Mosso. Au total, 307 députés étaient présents. L'ordre du jour comportait 4 points, à savoir l'adoption de l'ordre du jour, l'examen du procès verbal de la séance de la plénière du 10 décembre 2020, la situation de l'Assemblée nationale suite à la déchéance des membres du bureau, ainsi que la clôture de la session ordinaire. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix a échangé ce lundi 14 décembre 2020 à Kinshasa, la capitale, avec des opposants Martin Fayulu et Adolphe Muzito, ainsi que les proches de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, entre autres Emmanuel Ramazani Chadari, Némi Mouilania, Bienvenue Lyotte, ainsi que d'autres. Les échanges entre Jean-Pierre Lacroix et ses acteurs politiques congolais ont porté sur la situation actuelle en République démocratique du Congo, caractérisée par la rupture de la coalition FCC-CACH. Par ailleurs, Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, a aussi pris part à ces échanges. Selon d'autres sources, Jean-Pierre Lacroix va également s'entretenir avec Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba avant d'être reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Tout à fait autre chose à présent, plusieurs points ont fait l'objet du discours du chef de l'État à la nation. C'est lundi 14 décembre 2020, c'est notamment dans les secteurs de l'énergie électrique et l'eau potable. Pour Labi Mpiana, économiste et chercheur à l'université de Lubumbashi, cette réforme aura des retombées positives sur l'économie du pays. Cependant, pour y arriver, les régies financières doivent mobiliser des recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique. Je vous prie de les suivre dans ces propos recueillis par Michael Mutula et Joe Abraham Toumba. Concernant les discours du chef de l'État portant sur les réformes, n'est-ce pas, ici, en ce qui concerne les entreprises publiques dans le secteur de l'énergie et dans le secteur, n'est-ce pas, ici, d'eau, il serait souhaitable à ce qu'on puisse relancer ces deux grandes entreprises. En relançant les deux grandes entreprises ici, et il faut mener des réformes structurelles au niveau de ces entreprises-là. Parce que les différents modes de gestion et d'organisation de ces entreprises sont déjà archaïques. Il faut maintenant revenir à des modes nouveaux, capables d'accord de relancer les entreprises pour que ces entreprises puissent répondre aux besoins de la population. On a besoin d'électricité, on a besoin, n'est-ce pas, ici de l'eau. Il faut que l'électrification du pays doit être totale et générale. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième élément ici, il faut ramener le courant, parce que le courant, en soi, l'électricité, a un impact sur l'industrialisation. Donc, puisque vous devez, n'est-ce pas, ici, financer l'électrification du pays, meilleure sera l'industrialisation. Les entreprises vont aller s'installer pour commencer à travailler, c'est avec les courants. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième élément aussi, un problème d'eau tout à fait normal au niveau du captage. La population a besoin d'eau. Nous sommes dans une décennie où l'eau est pour tous. Il faut donner l'eau à tout le monde. L'eau est indispensable à la vie de l'homme. Alors, quand un gouvernement, n'est-ce pas, ici, n'offre pas d'accord l'eau à la population, donc c'est-à-dire qu'on pousse d'abord la population à la faillite. Donc il serait souhaitable à ce qu'on puisse recadrer ces deux secteurs-là et refinancer ça. Pour ce faire, il faut mobiliser les ressources publiques. Il faut que les recettes publiques soient en augmentation pour permettre à l'État d'intervenir auprès des entreprises-là. Pas de subventions d'équipement ou par des mesures fiscales incitatives qui offrent la possibilité à la SNEL et à la Régie des eaux d'accord d'entreprendre des activités et des investissements nouveaux de nature à accroître la production et de répondre aux besoins de la population dans son entièreté. À la primature de la RDC, la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques a eu lieu ce mardi. Comme d'habitude, c'est le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a présidé cette dernière, où la situation économique du pays dans la semaine a été passée en revue. Je vous prie de suivre les comptes rendus qui est fait ici par la vice-première ministre et ministre du Plan
Élisée Mounemboué au micro de nos confrères de la primature. La conjoncture sur le plan national, les principaux indicateurs économiques indiquent une accélération du rythme de formation de prix au cours de la deuxième semaine du mois de décembre. L'inflation est passée pendant la semaine à 0,127% contre 0,120% la semaine dernière. Cette inflation est due à la hausse de certains produits comme les céréales, la viande, les huiles, les légumes, les vêtements, les chaussures et même les frais scolaires tels que l'a indiqué la note de conjoncture. Les baromètres de la Banque centrale renseignent que les chefs d'entreprise ont été moins optimistes concernant l'évolution de la conjoncture économique à court terme, attesté par un solde global brut d'opinion de plus 4,3% après 5,4% au mois d'octobre. Cette situation est expliquée principalement par le repli de la confiance dans les secteurs de construction et dans les secteurs de l'industrie extractive. Aussi, il y a de plus en plus d'incertitudes à cause de la deuxième vague de la pandémie à Covid-19. Il est aussi constaté l'augmentation de la production de l'énergie électrique qui a été soutenue par la mise en service du groupe numéro 4 qu'on appelle G24 de la centrale hydroélectrique de Inga 2 et l'augmentation du nombre d'heures de fonctionnement du groupe numéro 6 de Inga 1. Il y a la baisse de la consommation du ciment consécutive à la contraction de 25% de la production locale. Il y a la poursuite de la stabilité du franc congolais sur le marché face au dollar américain qui se situe à 1968,58 francs congolais les dollars américains à l'indicatif contre 2018,83 francs congolais les dollars américains au parallèle. En ce qui concerne la pandémie à Covid-19, les statistiques publiées par les comités multisectoriels font état de l'augmentation des cas de contamination qui nous demandent beaucoup plus de prudence et aussi nous devons respecter, comme on nous le demande, le respect des gestes barrières. En ce qui concerne le secteur minier, il a été constaté une évolution positive des prix des métaux, à l'exception du cobalt qui a baissé d'une semaine à l'autre. Changeons des chapitres à présent pour parler infrastructure. Plusieurs avenues deviennent impraticables dans la ville de Lubumbashi, surtout pendant cette période des saisons pluvieuses. C'est notamment le cas du boulevard Katouba dans la commune qui porte le même nom, ainsi que l'avenue Araucaria. Nous sommes dans la commune de Kampemba. Michael Moutouila pour les constats. L'état de certaines avenues de Lubumbashi reste un défi pour le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les cas illustratifs est celui de l'avenue Araucarias et boulevard Katouba qui ne facilitent pas la circulation d'engins automobiles à cause de leur état piteux. Parsemés de bains de cochons, ces artères sont à la base de l'amortissement de véhicules, nous ont fait savoir un conducteur de transport en commun. Hii barabara kama naiona iko Bulaya au swati kumpe ingine. Hii barabara inatuia imetoka sana. Vya chini imetoka bicha kufua. Haina paka shie bama imetoka. Bantu bakutambuka wanakuwa na difficulté parce que ngara vile embouteillage inakuya. Circulation inakuya un peu difficile pour que bantu banze kutambuka. Batu angalie kwa hii barabara. En fait, mabarabara tu ya musite ya mingi. Boulevard Katuba kuanzia hapa. Pa fam Katangezi kufika timu Katuba yote ni ya kufua.
Donc tunafanya energy tena kutoka muvili kufika paka mukatuba. Ces usagers de la route plaident pour la réhabilitation de ces artères d'intérêt communautaire qui se dégradent du jour le jour, surtout en cette saison pluvieuse. La réhabilitation rapide de ces avenues délabrées épargnerait les populations concernées au risque d'enclavement. Parlons célébration à prison. Le monde célèbre ce 15 décembre la journée du thé instaurée depuis 2005. L'objectif principal est de rappeler à l'opinion publique le bienfait de cette boisson dans l'organisme. Récit. Créé le 15 décembre 2005 à New Delhi en Inde, à l'initiative de plusieurs syndicats et organisations internationales réunies au Forum social mondial de Mumbai et à Porto Alegre, au Brésil. Ces syndicats ont aussitôt mis en œuvre la déclaration sur les droits des travailleurs et des petits producteurs de thé, dont les plantations, les salaires, la sécurité sociale. L'objectif est de sensibiliser les publics à l'impact du commerce mondial du thé sur les agriculteurs, les travailleurs, la société et l'économie. Dès lors, cette journée est célébrée dans les principaux pays producteurs de thé dans le monde entier, notamment au Bangladesh, en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Malawi. Cette célébration vise également à célébrer la culture du thé et à faire prendre conscience de l'importance du thé en tant que culture d'exportation majeure pour les pays producteurs. Cette célébration met en lumière divers problèmes réclamés par les travailleurs de ces produits. C'est entre autres la protection du droit au logement, l'augmentation de leur salaire, l'amélioration de l'assainissement et de l'eau propre dans des plantations de thé qui s'avèrent être une priorité. En outre, les soins médicaux pour les travailleurs du thé dans les zones rurales qui restent encore un problème majeur. Par ailleurs, les femmes constituent plus de 50% de la main-d'œuvre dans les plantations du thé et n'ont souvent pas accès à l'éducation. Les détaillants du thé peuvent profiter de cette journée pour sensibiliser simultanément le public et aider ceux qui sont dans le besoin en engageant des clients. Qu'à ce jour, le thé est la boisson la plus consommée. Justement, à l'occasion de cette journée consacrée au thé, notre rédaction a rencontré Yannick Kaniki, médecin nutritionniste, qui affirme que le thé est une boisson stimulante, riche en minéraux et recommandable à une certaine catégorie de personnes. Je vous prie de l'écouter dans ses propos recueillis par Michael Mutula. Merci beaucoup pour cette préoccupation. Nous, nutritionnistes, nous classons les thés parmi ce qu'on appelle les boissons stimulantes. Son rôle, ce sont des boissons stimulantes, des boissons irritantes, donc qui sont d'abord déconseillées ou proscrites pour des personnes qui sont hypertendues, qui ont un problème de gastrite. Donc c'est déjà d'office une restriction ou une proscription pour toutes ces personnes-là. Mais il existe plusieurs types de thé. Il y a ce qu'on appelle les thés rouges que nous utilisons habituellement. Il y a les thés verts, par exemple les citronnelles, menthe, camomille, des thés généralement à base de plantes que nous rencontrons. Il y a aussi les thés blancs. Il y a environ plusieurs types de thé. Mais par exemple, pour une autre catégorie de thé, le thé vert, nous le recommandons généralement pour des personnes en excès de poids. C'est un aliment idéal pour eux, c'est aussi un peu amaigrissant. Pour les personnes hypertendues, c'est aussi un vasodilatateur, donc ça facilite aussi une bonne circulation sanguine. Les thés verts aussi pour un problème de troubles digestifs, donc les problèmes des gens qui ont un problème de constipation. Et tout ça, c'est un aliment idéal pour toutes ces personnes-là. Elles sont irritantes, stimulantes. Quand quelqu'un a subi peut-être une opération qui a concerné l'appareil digestif, et généralement, le premier repas, on lui demande de prendre d'abord un thé rouge particulièrement. C'est pour permettre le retour du péristaltisme, donc le fonctionnement au niveau du tube digestif. C'est par rapport à son rôle de stimulant. Voilà, c'est dans ces cadres-là qu'on peut le recommander, mais
sur le plan nutritionnel, vu sa composition, il n'a pas un impact direct sur la santé de la personne. Mais c'est quand même aussi un aliment, vu qu'il est riche en minéraux, en certains micro-éléments qui sont aussi essentiels pour le fonctionnement de l'organisme. Voilà pourquoi il est recommandable et il est aussi prenable. En des cas particuliers, comme je l'ai dit, des personnes qui sont hypertendues, qui sont gastritiques. Et voilà, là, on peut contrôler, mais les personnes qui ont un problème de trouble digestif, des personnes qui ont un problème de surpoids, des personnes qui veulent un bien-être sur le plan santé, les thés verts à base des plantes, il est idéal par rapport aux autres. Toujours sur ces chapitres consacrés aux célébrations, vous le savez, le mois de décembre tout entier est consacré à la lutte contre le VIH-Sida. L'objectif est d'éclairer l'opinion sur la dangerosité de cette maladie. À la question de savoir deux personnes peuvent-elles rester en couple lorsque l'une d'elles est séropositive, le docteur Ami Abel, médecin généraliste, répond à cette question dans ses propos recueillis par Joe Abraham Tumba. La vérité, c'est qu'il est possible d'avoir des couples discordants. Un couple discordant, c'est lorsque l'un des deux conjoints est atteint de VIH-Sida. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Et nous, les médecins, nous n'avons pas le droit de révéler le statut sérologique du conjoint à l'autre sans la permission de celui ou de celle qui est malade. Donc, c'est le conjoint malade qui a la liberté devant sa conscience et légalement parlant de révéler son statut sérologique à l'autre. Si un personnel soignant, peu importe son titre, son expérience, son expertise, se permet de révéler le statut sérologique de l'autre sans la permission du malade ou de la malade, il est passible d'amende, il est passible de jugement par la loi. La loi nous interdit de le faire. Alors tout ce que nous faisons, c'est le counseling auprès du malade ou de la malade pour lui faire voir les biens fondés de révéler son statut sérologique à l'autre. Dans le cas de refus, tout comme dans le cas d'acceptation, les mesures restent légales. L'autre devrait faire de son mieux pour ne pas contaminer l'autre. Et il est possible d'avoir des enfants sans contaminer l'autre. Il est possible d'avoir une sexualité épanouie sans contaminer l'autre. Et les maîtres modes opératoires restent le port du préservatif. Si c'est la femme, elle peut porter les féminins. Si c'est l'homme, il porte le condom. Mais c'est toujours un casse-tête pour les médecins. Et la plupart du temps, nous associons aussi les hommes des églises, les religieux, ou les prêtres, s'ils peuvent nous aider dans cette histoire. On parle santé à présent pour faire le point sur l'évolution de la pandémie à coronavirus. Le comité multisectoriel de lutte contre cette maladie au pays a annoncé 2 décès supplémentaires le lundi à Kinshasa. À côté de cela, 120 nouvelles personnes sont guéries, dont 113 à Kinshasa, 4 au Nord Kivu et 3 dans la province de l'Etchopo. Sur 372 échantillons testés, 74 nouveaux cas confirmés, dont 64 à Kinshasa, 19 au Congo central et 1 dans le Kasaï ont été confirmés. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 14 597. Au total, il y a eu 358 décès et 12 773 personnes guéries. Avant de refermer complètement cette édition du journal, on parle information au-delà de nos frontières. Aboubakar Chekou, chef du groupe Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement des centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. C'était dans un message de propagande diffusé ce mardi 15 décembre. France 24. Boko Haram ne donne aucun détail, mais son chef, Aboubakar Shekau, affirme qu'il est bien responsable de l'attaque de Kankara, le récent kidnapping de plusieurs centaines d'enfants dans l'internat de leur lycée en pleine nuit. Les premières déclarations des autorités locales ne faisaient pourtant état que de bandits armés et à moto, repérés et contactés depuis. Dans cette région où les violences sont récurrentes, 5 policiers seulement étaient chargés de la sécurité de l'établissement. Insuffisant pour de nombreux Nigérians. Critiqués, police et armée travaillent désormais conjointement. L'armée et la police nigériane qui disent avoir localisé l'endroit où ces enfants seraient détenus, donc une forêt qui est à proximité de Kankara, mais une zone forestière rousse qui va du Niger jusqu'au Nigeria, donc une zone topographique un peu compliquée.
Émue, la société nigériane se mobilise. Les campagnes de soutien aux familles se sont multipliées ces derniers jours. Des familles qui ne décolèrent pas et se disent abandonnées par le pouvoir central. Si ce gouvernement est réellement ce qu'il prétend être, nous exigeons qu'il sauve nos enfants parce qu'ils en ont les moyens. Mais ils ne se pressent pas parce que ce ne sont pas leurs enfants qui sont impliqués. Si le président Muhammadu Buhari affirme que tout est mis en œuvre pour ramener les lycéens, au Nigeria la polémique enfle. Certains reprochent au chef de l'État son attitude laxiste et critiquent son bilan sécuritaire. Cette attaque de Boko Haram dans le nord-ouest du pays serait une première. Jusqu'à présent, les actions violentes du groupe se concentraient surtout dans le nord-est, comme à Chibok, où en 2014, plus d'une centaine de jeunes filles avaient été kidnappées. Depuis, les violences ont augmenté dans le nord du Nigeria. Bandes armées, groupes terroristes parfois rivaux, n'ont pas été neutralisés, en dépit des promesses d'Abuja. Voilà, c'était l'essentiel de cette grande édition du journal préparé par toute la rédaction des Héritage Télévision. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure. Restez fidèles à nos programmes. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir. Bonjour, je m'appelle Carla. Faites comme moi, suivez chaque jour Héritage Télévision. À Kinshasa, nous donnons également de l'information dans la sagesse. Pour l'empreinte de la gloire. À Luanda, Héritage Radio et Télévision.